Aujourd'hui, je vais vous parler des journaux prédateurs, qui est un titre un peu alléchant. On n'utilise pas toujours ce titre-là, on va y revenir. Et en particulier, comment est-ce qu'on les identifie, comment est-ce qu'on les évite et pourquoi c'est important de les éviter a fortiori. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, je suis référent intégrité scientifique pour l'Institut Agro à Montpellier. Et l'Institut Agro développe une stratégie dans ce domaine-là avec 2 pans pour tous les référents intégrité scientifique. Il y en a dans tous les opérateurs de recherche français, donc y compris IRD. Encore qu'à l'IRD, comme Yves est parti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y en a un actuellement. Au CIRAD, bien sûr, à l'INRAE, il y en a 2 en fait, et à l'Institut Agro, il y en a un par site. Donc là, le référent intégrité scientifique doit promouvoir les valeurs de l'intégrité qui sont là, d'une part. Donc l'intégrité scientifique, c'est la fiabilité, l'honnêteté dans l'élaboration, la réalisation, l'évaluation, la responsabilité pour les activités de recherche, depuis leur conception jusqu'à la diffusion des résultats, et puis le respect envers les collègues, les participants à la recherche, la société, l'écosystème en général. Ça, c'est les 4 valeurs fondamentales de l'intégrité scientifique telles qu'elles ont été, fondée par l'HCRS, puisque le bureau à l'intégrité scientifique en France dépend de l'HCRS. Et donc, c'est une mission qui est indépendante des établissements. Et d'autre part, le référent intégrité scientifique est chargé de la lutte contre les manquements à l'intégrité scientifique. Donc, certains de nos collègues à Marseille en ce moment ont pas mal de boulot sur la table. Donc ces 2 missions-là, évidemment aujourd'hui je suis dans la première, la promotion des valeurs essentielles, et à travers un exemple particulier, qui sont les journaux prédateurs. Alors pourquoi les journaux prédateurs? Parce que pour ceux qui étaient présents la dernière fois, quand j'ai fait la petite vidéo sur gestion des données de recherche, j'ai parlé de l'importance des données dans la qualité de la recherche. Mais au-delà des données, quand le problème de reproductibilité en science, il vient effectivement du fait qu'on n'arrive pas donc à reproduire une bonne partie des résultats qui sont produits, et ce, dans n'importe quelle discipline, à vrai dire. La partie des données, effectivement, elle représente une partie importante du problème, mais la non-disponibilité des softs, les méthodes qui sont pas claires, des résultats différents parce qu'interprétés différemment, ça fait aussi partie du problème de reproductibilité. Et ces problèmes-là sont en relation forte avec la qualité des peer reviews. Et vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, on avait mis une espèce de graphique en place avec à une extrémité les bonnes pratiques et à une extrémité autre les pratiques frauduleuses. Dans les pratiques frauduleuses, on considère en France et aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis, on va dire que dans les pratiques frauduleuses, on a la fabrication de données, la falsification, et dans une zone entre le contestable et le frauduleux, la participation à des journaux prédateurs. Alors la participation, on va voir ce que ça veut dire du coup tout de suite. Et la première chose, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de revues douteuses ou prédatrices? J'utiliserai les 2 termes de façon indifférenciée. Prédatrice étant un nom un peu plus sexy, entre guillemets, qui vous donne une idée assez précise, mais c'est pas aussi franc que ça, parce que, comme on va le voir, la limite, elle n'est pas toujours très précise. Donc de quoi parle-t-on? Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est comme ça, à froid, ou plutôt à chaud. Qu'est-ce qui, pour vous, est un journal prédateur? Et pour faire ça, on va prendre quelques minutes, 3-4 minutes. Je vais vous copier un lien dans la discussion du Zoom. Et là, vous pouvez tous écrire. Et j'aimerais bien que vous mettiez des mots-clés qui correspondent pour vous à la vision que vous avez de ce qu'est un éditeur ou une revue prédatrice ou douteuse. Donc, je vous laisse aller sur le Framapad dont je vous ai donné le lien. Et donnez-moi des mots-clés ou des phrases qui, pour vous, correspondent à la définition d'une revue prédatrice. On prend 2-3 minutes maxi pour faire ça. Ça sera. Moi, je sais pas faire. Ah ben, il y a un petit lien en bas de la conversation Zoom. Tu cliques Ça dessus. donne rien. Ah. On ne voit pas ton lien. Ah là là, je l'ai copié à Timothée exclusivement parce qu'il m'a envoyé un message. Je suis désolé. Je vous l'envoie à tous. Hop, voilà. Ça va aller. Non, je pensais que j'étais idiot. D'accord. Désolé. Tout est de la faute de Timothée. Donc, je vous ai envoyé un lien. Il y a 35 personnes qui sont connectées. Donc, je pense qu'on va arriver à tirer de la définition un peu conjointe. Je vous laisse faire 1 minute en silence. On commence à avoir une liste un peu
stabilisé, donc je pense qu'on va pouvoir arrêter. Ce que je vois dans la liste, là, je partage mon écran, donc je pense que vous le voyez tous, même ceux qui ne sont pas connectés sur le pad actuellement. Pas de review, pas de comité scientifique derrière. Revue des marchands, il y a aussi cet aspect-là, harcèlement par mail, cherche avant tout le profit avant la qualité. Je suis en ligne 14, absolument. Tout est vrai dans ce que vous me dites, simplement c'est souvent des parties du problème, on va dire. Revue qui n'effectue pas de peer review efficace, frauduleuse, miroir de revue connue, ça effectivement on en parlera un petit peu. Revue qui utilise des indicateurs de citation inconnus, c'est tout à fait vrai. Je vois en ligne 59 la liste de Jeffrey Bill, on en parlera tout à l'heure. Mauvaise qualité, donc en gros, tout ce qui revient dans ce que vous avez écrit, et vous continuez à écrire, vraiment on va le garder, on va essayer de le consolider par la suite, c'est une question de faire passer les profits financiers avant la qualité, d'une façon ou d'une autre, et de démarcher au maximum les scientifiques pour qu'ils viennent publier dans ces publications. Il y a une définition qui existe, qui fait à peu près consensus, c'est que les revues éditeurs prédateurs... Non, mais c'est bon. Hop, je vais couper le son de Maria, ça y apprendra. Ces revues et éditeurs sont des entreprises qui proposent des pseudo-services de publication scientifique aux auteurs contre rémunération. Alors ça, vous allez me dire, c'est vrai pour beaucoup d'éditeurs, mais produisent un travail de piètre qualité, un travail éditorial en particulier des piètres qualités, une peer review qui est soit bâclée, soit existe carrément pas, une totale opacité, des frais bien entendu, c'est l'idée. L'idée c'est que effectivement on va mettre à profit la créativité des scientifiques pour gagner de l'argent. Donc l'idée c'est maximiser le nombre de scientifiques qu'on va essayer de récupérer pour publier dans ces revues, tout en limitant le travail qui est produit par les gens qui sont derrière ces revues entre guillemets. Donc ça veut dire que la qualité éditoriale est souvent médiocre. Et la difficulté, ça va être d'identifier où est-ce qu'il y a une limite qu'on peut identifier de manière certaine pour identifier qu'une revue est prédatrice, entre guillemets, douteuse ou pas. Donc c'est vraiment l'aspect purement financier qui est très important. Il n'y a aucune notion de qualité pour les publications. Si vous avez produit quelque chose de bonne qualité et que c'est publié dans ces revues, tant mieux, quelque part. Et sinon, ça n'a pas d'importance, ça sera publié de la même façon. Qu'est-ce que ça pose comme problème? On l'a dit, pas de peer review, donc potentiellement, problème de reproductibilité plus important. Je ne reviendrai pas sur cette diapo. Quels sont les risques en fait à publier avec un éditeur prédateur? Déjà, l'expérience le prouve, on peut publier chez un éditeur prédateur ou un journal prédateur, j'utiliserai les deux termes de manière indifférenciée, ça dépend du volume qu'on met derrière. On peut publier de bonne foi dans un journal prédateur, même en étant corresponding auteur, c'est-à-dire en ayant choisi la revue le plus souvent et en ayant fait tout le processus de soumission soi-même. Je voulais pas le croire, mais j'ai eu des exemples me montrant qu'on pouvait soumettre de bonne foi dans un éditeur prédateur sans s'en rendre compte. Donc ça arrive soit par manque d'expérience, et la session qu'on fait aujourd'hui est là pour vous donner un peu des clés de lecture et des critères pour identifier les prédateurs, ou par négligence. On n'a pas passé beaucoup de temps à regarder si c'était vraiment un journal qui avait pignon sur rue et qui avait un processus bien identifié. Donc on peut avoir publié dans une revue de ce type, et ça a plusieurs risques directs. Le premier, c'est qu'il y aura une absence de qualité dans la peer review en tout cas. Parfois il y a une absence de peer review manifeste, mais parfois il y a une absence dans la qualité de la peer review, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait à la va-vite sur un coin de table par quelqu'un qui n'est pas expert. Ça a été démontré de multiples fois par des expériences dans lesquelles on envoie des papiers qui ont vraiment ni queue ni tête. Il y en a eu beaucoup dans la période Covid en particulier. Donc ça nuit à la qualité de l'article parce que je pense que personne dans cette session Zoom ne peut me dire qu'il passe tous ses articles sans modification. Et qu'en général, ces modifications bonifient l'article, au moins facilitent sa compréhension par le public. Donc ça, c'est un premier risque direct. Le deuxième, c'est la disparition rapide de votre article en ligne. Elle est probable parce que les éditeurs prédateurs ont une durée de vie qui est relativement restreinte. Et du coup, à partir du moment où ils ont été repérés, identifiés, on en reparlera par des listes, comme étant un éditeur prédateur, ils disparaissent et leur site web avec. Donc votre article. Le troisième, c'est que votre article n'est souvent pas indexé par les plateformes d'indexation type Scopus, Web of Science, etc.
Et donc, il est très peu visible, parce qu'il n'apparaît pas dans ces moteurs de recherche. On en reparlera aussi, et en particulier, c'est un joli critère pour identifier qu'un journal produit des articles qui ne sont pas indexés. C'est un critère pour dire que le journal est douteux. Enfin, l'article ne sera dans quelques temps, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais les processus d'évaluation sont en train de s'adapter et cet article ne sera pas comptabilisé dans l'évaluation, bien sûr. Voire pire, il sera considéré comme un signe de pratique frauduleuse. Donc, on a tout intérêt individuellement déjà à regarder de près le journal dans lequel on soumet nos articles. Ensuite, il y a des risques plus indirects. Publier dans une revue ou s'associer à son fonctionnement, ça veut dire être éditeur associé d'une revue comme ça. De bonne foi ou pas, hein. Et encore une fois, on peut être aussi éditeur d'une revue comme ça sans le savoir. Je vous engage à googliser votre nom de temps en temps parce que vous pouvez avoir des surprises. Alors si vous appelez Jean-François Martin comme moi, vous êtes mal pour googliser votre nom, mais vous pouvez avoir des surprises et être associé à votre insu à l'éditorial board d'un journal prédateur. Méfiez-vous de ça. Parce qu'évidemment, ça peut nuire. De façon générale, c'est perçu à minima comme de la négligence, ce qui est déjà pas sympa comme image. Ça peut être interprété comme une absence de contrôle de la qualité. Quand je dis interprété et perçu, c'est par nos pairs, par la communauté scientifique. Une absence de contrôle de la qualité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de regarder en détail si oui ou non vous avez participé et produit des articles dans un journal douteux. Ça peut être pire que ça peut être perçu comme une volonté d'étoffer son CV à tout prix. Et c'est particulièrement présent dans les pays du Sud, malheureusement, qui sont moins bien formés que nous à ce genre de thématique-là. Mais charge à nous d'améliorer cette formation. Et plus généralement, c'est lié à une mauvaise pratique. Et du coup, c'est très compliqué de se débarrasser d'une telle étiquette parce qu'aujourd'hui, nos pairs, c'est pas la communauté du CBGP ou de Montpellier ou même française, c'est directement les réseaux sociaux à très grande échelle. Et du coup, il y a des mécanismes qui font que vous ne voulez pas rentrer avec cette étiquette-là à quelque moment que ce soit de votre carrière. Ça, c'est les risques pour vous. Comment ça se passe et ces risques-là sont diffusables au niveau de votre labo. Je vais vous citer un exemple. Un laboratoire marseillais dont tout le monde connaît le patron qui a une grande barbe blanche et des cheveux blancs. Il y a, suite à des publications dans des revues prédatrices, voire la création d'une nouvelle revue par eux-mêmes, ce qui est quand même la situation la plus favorable, je trouve, tant qu'à faire, le CNRS et l'INSERM se sont retirés de ce laboratoire-là. Donc ça peut avoir des incidences assez fortes sur la vie d'une unité. Alors, je vais venir à la question de l'évaluation, question de Philippe sur la discussion. Qu'est-ce qui se passe pour nos institutions et pour nos établissements ? Il y a un code de recherche européen qui s'appelle le code de recherche le Code of Conduct for Research Integrity, je vais le dire en anglais malheureusement. Ce code a été signé ou est en cours de signature par toutes nos tutelles. Et la plupart des opérateurs de recherche français l'ont signé. Ce code, il y a 3 points qui concernent il est très intéressant à lire, je vous engage à le voir, je vous mettrai un petit lien dans la présentation d'ailleurs. Il bannit tout soutien aux journaux douteux. Ça, c'est explicite dans le code, y compris publié dans un journal de ce type. Donc, c'est considéré comme une pratique douteuse, voire frauduleuse. Les établissements qui en ont connaissance, théoriquement, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais théoriquement, saisissent leur référent à l'intégrité scientifique, qui correspond à celui soit de l'étudiant, soit du scientifique qui est concerné, et ce référent instruit... je vais revenir sur la question de Timothée. Ce référent instruit l'allégation de manquement à l'intégrité scientifique, puisque ça s'appelle comme ça, remet un rapport à la direction de l'établissement qui prend des décisions de nature administrative, par exemple sanctionner le chercheur qui est en faute, si la faute a été avérée. Le dossier, il est à décharge normalement, d'accord ? Donc il est en postulant la bonne foi du scientifique. Et ça peut aller jusqu'à la radiation, et ça peut aller pour une unité jusqu'à retirer la tutelle à cette unité-là, bien entendu. Timothée, j'ai dit la plupart à un moment, c'était à quel moment ? Tu peux parler ouvertement, si tu as un micro. On a perdu Timothée.
Bon, je te laisse poser ta question par écrit et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc ça a des conséquences assez importantes, potentiellement en tout cas. Aujourd'hui, c'est relativement marginal et très peu d'établissements vont jusqu'à la saisie du référent intégrité scientifique. Et ça peut monter en puissance, en particulier parce que l'HCRS se saisit de cette question-là de façon de plus en plus importante. Et je ne l'ai pas dit, mais le troisième point, c'est que dans l'évaluation et dans les recrutements, les représentants des établissements sont aujourd'hui censés être extrêmement attentifs à la présence d'articles douteux ou de journaux douteux et doivent en tenir compte, je cite. Je vais citer le cas de MDPI avec plaisir, oui. Donc tenir compte, c'est pas assez précis effectivement, mais c'est à l'appréciation de chacun. Ça veut dire que normalement, à minima, ces articles ne doivent pas être comptés et au pire, doivent être considérés comme un élément à charge qui correspond à des pratiques pas toujours top, on va dire. Et ça, que ce soit pour une unité ou pour un individu, y compris dans son recrutement. Voilà ce que veut dire le code d'intégrité à la recherche. Je simplifie un peu l'idée, mais vous irez voir en détail ce code. Alors, la question d'Estelle qui a un commentaire, je ne suis pas d'accord que c'est surtout axé sur le Sud. En fait, il y a des chiffres globaux qui montrent que c'est plutôt un problème au Sud, mais effectivement, il y a bien sûr des cas partout. On est bien d'accord. Hop. Alors, face à ça, il y a une réponse institutionnelle. Bien sûr, vous aurez le slideshow, Thierry. La réponse institutionnelle, c'est celle que je viens de vous montrer. Elle est relativement, elle n'est pas très engagée pour le moment, mais elle risque de le devenir à court terme. Et après, il y a une réponse de la communauté scientifique en soi. À partir des réseaux sociaux, le plus souvent, il y a un grand nombre de personnes qui font de la post-review des articles qui sont publiés. Ces post-reviews peuvent être centralisés dans des plateformes du style PubPeer, qui est une plateforme de post-review. Donc en gros, des articles sont publiés. On peut aller faire une review particulière d'un article sur ce site-là. Cette review est bien sûr publique et pas anonyme, d'accord ? Et souvent à partir de reviews sur PubPeer, on peut avoir des processus de rétractation d'articles. Est-ce que c'est grave d'avoir un article rétracté ? Pas forcément. Alors pas forcément pour la vie de l'article, qui en fait, on a montré que globalement, il n'y avait pas d'impact très fort sur le fait qu'un article soit rétracté sur son niveau de citation, ce qui est complètement honteux, mais c'est le cas. C'est malheureusement un fait. Est-ce que c'est grave pour la réputation des auteurs? Un peu plus, à partir du moment où la pratique d'aller regarder Retraction Watch régulièrement sera démocratisée, ce qui n'est le cas aujourd'hui que chez les référents intégrité scientifique en fait. Alors je vous rassure, aucun article du CBGP n'est dans cette liste-là, et même sur Montpellier, ça touche que des articles dans le domaine médical, globalement, sauf un article en écologie qui est retiré pour des raisons qui ne sont pas de nature frauduleuse. Donc, parce qu'à chaque fois, il y a les causes de rétractation, etc. Donc, en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les articles sont regardés de près par une communauté mondiale et que donc, on ne peut pas compter sur le fait que seulement nos pairs très proches vont lire nos articles et repérer qu'ils sont de qualité inférieure. Je réponds donc à Timothée qui a formalisé sa question. La plupart des établissements français ont signé ou vont signer le code de conduite. Pourquoi ? Alors pourquoi pas tous ? Parce qu'à partir de 2015, donc tous ceux qui ont signé avant 2015, pas de problème, hein, c'était assez facile, c'était une déclaration d'intention du code de conduite. Depuis 2015, il y a un processus de labellisation qui est en place et qui est très lourd. De mémoire, il y a une 50aine de points à respecter, y compris dans le domaine des RH, etc. Donc ça ne se met pas en place en 10 minutes comme ça se faisait jusqu'en 2015. Et du coup, c'est un processus qui est sur 3 ans, si je ne me trompe pas. Du coup, les établissements y vont, mais ils vont à leur rythme, on va dire. L'Université de Montpellier a le label. L'Institut est en demande d'avoir le label. Une des écoles l'a déjà. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'il y a un petit délai et que tout le monde n'a pas demandé encore n'a pas signé le code de conduite parce que ça veut dire obtenir un label et ça veut dire avoir une démarche un petit peu lourde à gérer au niveau des établissements. Donc maintenant qu'on est bien convaincu que c'est mal, comment est-ce qu'on identifie des journaux prédateurs ou des éditeurs prédateurs? Alors, on a parlé déjà 2 fois de ce monsieur qui s'appelle Jeffrey Bill, qui est ou était chercheur et documentaliste à l'Université du Colorado, et qui, en 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas, en a eu assez de la croissance du nombre de journaux en ligne, dont certains étaient visiblement des journaux douteux. C'est lui qui a inventé le terme de prédateur en particulier. Il a créé une liste. Il a créé une liste de journaux et d'éditeurs douteux, prédateurs dans son vocabulaire, basés sur un certain nombre de critères, une dizaine de critères. Et cette liste-là contient, elle existe toujours, elle est difficile à obtenir aujourd'hui, mais elle contient 1135 journaux. Ce qui est beaucoup, mais cette liste, la dernière actualisation a été en 2017. Le problème étant que Jeffrey Bill a eu des soucis avec certains éditeurs, comme l'ont aujourd'hui des lanceurs d'alerte avec l'IHU d'ailleurs, mais Jeffrey Bill a eu des soucis avec certains éditeurs, et en particulier MDPI, qui est un gros éditeur, qui était dans sa liste, et qui a été mentionné un petit peu plus haut. Et donc MDPI fait partie des éditeurs qui ont obtenu d'être retirés de la liste, mais suite à ces déboires-là, Jeffrey Bill a arrêté de produire cette liste-là. Cette liste-là a été reprise par des anonymes, à ma connaissance ils sont anonymes, je ne suis pas spécialiste du sujet, et elle est continuée aujourd'hui sur les mêmes critères que ceux de Jeffrey Bill, mais de façon anonyme, ce qui est, de mon point de vue, un problème. Parce que du coup, on ne connaît pas les motivations propres du collectif ou de la personne d'ailleurs qui poursuit ce travail-là. Et en tout cas, cette liste-là, elle n'est pas du tout exhaustive, sachant qu'on a un gros millier de journaux qui naissent chaque année. Elle est absolument très très loin d'être exhaustive. Il y a une deuxième initiative plus récente d'une entreprise qui fait de l'analyse de citations et de l'analyse de littérature, en gros, qui s'appelle Cabels, qui a publié une autre liste et qui, elle, est à jour en ce moment. Vous voyez que l'intersection avec la liste de Bill, elle est très faible, en définitive. Donc là se pose la question de savoir si est-ce qu'on peut utiliser ces listes-là, tant soit peu qu'on arrive à récupérer la liste de Bill, qui est très difficile à obtenir parce qu'elle est plus que dans l'historique d'Internet, donc dans les archives. Est-ce qu'on peut utiliser ces listes-là? Pas forcément, parce que d'abord elles sont rapidement obsolètes et d'autre part elles sont loin de faire l'unanimité. D'autre part, l'autre approche, c'est de se dire on a des journaux qui ont été vérifiés, soit parce qu'ils sont présents dans le Directory of Open Access Journals. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont répertoriés, qu'ils sont vérifiés? Ça veut dire qu'ils ont fait toutes les démarches pour entrer dans ce répertoire-là, en tout cas. Donc ils ont un DOI, donc ils ont des choses comme ça. Et Cabels a fait aussi, comme ils ont fait une liste des predatory, ils ont fait une liste des vérifiés. Là, vous voyez que l'intersection, encore une fois, entre le DOAJ et le Cabels Verified, elle est relativement faible. Donc, est-ce qu'on peut se baser sur ce principe de liste et uniquement sur ce principe de liste pour choisir, pour décider si un éditeur ou un journal est prédateur ou pas? Probablement pas. C'est pas une bonne idée. Après, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par ces listes-là? Pourquoi pas? Il y a 2 approches possibles, en gros. Soit on reprend les critères, une fois qu'on a regardé si elles étaient sur ces listes-là. Soit elles y sont, et à vrai dire, la question ne se pose pas trop de savoir si c'est bien un journal douteux ou pas. Le doute est rentré, et a priori, il vaut mieux éviter ces journaux-là. Si elles n'y sont pas, on a 2 approches possibles. Soit on essaye de repérer des critères négatifs qui sont liés régulièrement à la communication des journaux prédateurs. Je ne vous les détaille pas là, mais en gros, c'est l'organisation du site web, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'articles, des métriques fausses. On en a parlé, quelqu'un m'en a parlé dans le chat,
des métriques fantaisistes qui n'existent pas, des liens vers les DOI qui n'existent plus ou qui n'ont jamais été créés, l'impossibilité de trouver les frais de publication avant d'avoir soumis, etc., des choses comme ça. Soit on a une autre approche qui est une approche par la présence de critères plutôt positifs qui sont des critères d'évaluation connus, la présence de ce journal dans les bases de référence et dans les index de référence que vous utilisez au quotidien sur le Web of Science par exemple, Scopus, des choses comme ça. Je ne vous détaille pas les critères là parce que ça serait fastidieux, mais on va rediscuter quand même des critères quelques secondes. Il y a une initiative qui s'appelle Think, Check, Submit, qui est une initiative permettant... Alors, je ne vais pas vous montrer la petite vidéo qui dure 3 minutes, mais parce que ça passe très mal sur Zoom, mais je vais vous montrer leur site web. Leur site web, c'est une espèce de checklist à regarder quand vous voulez soumettre à un journal. Donc, la première chose, en 3 étapes, Think, Check et Submit. Think, c'est... choisissez votre article en fonction de ce qui vous paraît être le plus pertinent dans votre champ disciplinaire d'une part, et puis faites attention aux grands principes de détection des journaux prédateurs tels qu'on l'a vu sur les critères précédents. Le deuxième, c'est vérifier un certain nombre de critères. Je ne vous les passe pas là en détail, ces critères ils changent tous les jours et les journaux évoluent très rapidement, donc c'est difficile de détecter et d'avoir des listes de critères fiables pendant plus de 2 ans ou 3. Est-ce qu'ils ont un lien vers un DOI? Est-ce qu'ils ont un lien ISSN? Est-ce que c'est facile de voir quel est le editorial board? Des choses comme ça. Il y a plein de critères que vous pouvez regarder assez rapidement. Est-ce qu'il est présent dans le DOAJ? Est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il appartient à COP? Alors ça, j'en ai vu un récemment qui disait appartenir à COP, et quand on va sur le site de COP, en fait, il n'y est pas. Donc ça, c'est une chose assez facile à regarder. Et puis enfin, est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de critères. Et quand vous avez vérifié ces critères, ensuite, le troisième point, c'est de soumettre. Donc cette page-là, elle est dans la présentation, et évidemment, elle sera disponible avec la vidéo. Vous avez des critères donc qui sont sur ce site-là, Check, Submit, Think, Check, Submit, on va dire. Ensuite, vous avez un autre site qui s'appelle Stop Predatory Journals, où on a une liste de 10 critères basiques qui correspondent en partie à ceux de Bill, mais pas tout à fait les mêmes. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur ces critères, vous les découvrirez quand vous en aurez besoin, en fait, parce que c'est finalement le meilleur moment. Il y a la nouvelle version d'un article récent, il a été mis à jour le 20 mai dernier, qui liste, c'est cet article-là, qui liste les critères les plus facilement identifiables pour détecter des journaux et des éditeurs douteux. Donc là encore, on a un recoupement avec les différents critères que je vous ai montrés sur les 2 autres pages web, et ces critères-là sont relativement faciles d'accès. Ok. Dans la pratique, est-ce que c'est vraiment si facile que ça? Alors dans la pratique, vous avez 2 façons d'interagir avec un journal prédateur ou douteux. Soit il vous sollicite par mail, ça vous en recevez, moi j'en reçois entre 1 et 2 par jour, donc je pense que c'est à peu près une bonne moyenne pour notre communauté. Certains d'entre vous peut-être en reçoivent beaucoup plus, et normalement on ne mord pas à cette hameçon-là quand on est à peu près sensibilisé au fait que les journaux douteux existent. C'est-à-dire que, bon, je ne vous détaille pas, on a tous vu passer des mails comme ça qui vous disent cet article-là est génial, il faut absolument que vous veniez publier votre recherche chez nous, n'hésitez pas. Donc ça, généralement, c'est vraiment un signe fort que c'est un journal douteux. Et après, si ce n'est pas le cas, et que vous cherchez un journal dans lequel publier votre recherche, il y a quand même des indices assez forts en général. Donc je vais cliquer sur ce lien pour vous montrer un certain nombre d'exemples. Je pense que dans le groupe des 63 personnes qui sont sur ce Zoom aujourd'hui, il n'y a à peu près aucun doute sur le fait de dire que si vous deviez choisir de donner 1 000 $ à un éditeur, ça ne serait pas forcément à celui-là, en tout cas en 2021. Peut-être qu'en 1998, c'était à peu près jouable, mais pas aujourd'hui. Et quand vous allez un peu plus dans le détail, dans les publications, il n'y a pas grand-chose en fait dans les publications. Il y a un joli QR code sur lequel je vous avoue que je n'ai pas cliqué parce que je n'ai pas envie d'avoir des virus en plus.
On a des instituts, on a des members, mais globalement, c'est quand même très très vide. Donc ça, globalement, ça ne doit pas vous poser de problème. A priori, vous n'avez pas envie de donner 1 000 $ à cette revue. Est-ce que vous avez envie de donner 1 000 $ à cette revue-là? Plus one. Non. Alors, on est bien d'accord que non, on n'a pas envie de donner 1 250 € précisément à ce journal-là, mais malgré tout, ce journal-là n'est pas considéré comme un éditeur douteux. Même si dans la pratique, et je prends celui-là complètement au hasard, hein, mais franchement c'est un emblématique de l'open access, donc même si dans la pratique, la qualité des reviews n'est pas toujours au rendez-vous. Ça c'est une autre question. La question de se poser, est-ce que ce journal-là ou cet éditeur-là est un éditeur prédateur? En fait, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu parce qu'il est bien connu, parce que vous avez tous des collègues qui ont publié dans ces publications-là. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prédatrices, mais que le processus de peer review est quand même globalement sérieux, que vous savez à l'avance combien ça va vous coûter. Enfin bref, pratiquement aucun des critères qui sont décrits dans comment j'identifie un éditeur prédateur ne va être présent dans ce journal-là. Bon, même si on n'a pas envie de leur donner 1 250 $. Et d'ailleurs, vous n'êtes absolument pas obligé, puisque je vous rappelle que la loi française nous protège de ce point de vue-là et qu'on doit mettre à disposition une copie de notre article sur une archive ouverte. Donc on n'est pas du tout obligé de publier dans un journal à APC, c'est-à-dire à Author Processing Charge. Il y aura 6 mois d'embargo, par contre, j'entends que c'est un inconvénient. Charge à vous de faire un préprint. Ok, on va regarder un autre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça, c'est un journal prédateur? Alors ceux qui me connaissent savent évidemment que c'est pas ma cible préférée de journaux, hein, a priori. International Journal of Agricultural Biotechnology and Food Science. Alors c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure à détecter, ça, pour le coup. Est-ce que c'est un journal prédateur ou pas? Il y a quand même un certain nombre d'indices. Le premier, c'est que si je rentre le nom du journal dans le Web of Science, là, il ne le trouve pas. Ça commence quand même à être un indice un peu défavorable. Ensuite, ça c'est facile à faire pour le coup. Si vous allez sur les instructions aux auteurs, si vous allez dans l'editorial board, si vous allez voir la current issue, on va faire ça. Il y a des articles, ils ont un DOI. Le DOI ne marche pas par exemple. Si je vais sur doi.org, ce DOI-là, il n'existe pas. Donc ça craint encore plus. Là, visiblement, ça commence à faire 2 arguments d'affilée pour dire que ce journal-là, a priori, il ne faut pas publier. Comment je l'ai sélectionné pour cette présentation? Je l'ai pris dans la liste de Bill, je crois, honnêtement. Donc ce journal-là, il n'attire pas quand même ma sympathie a priori, et je ne vais pas choisir de lui donner mes 1 000 $. D'ailleurs, souvent, les éditeurs prédateurs sont un peu moins chers que les éditeurs open access classiques, ce qui est attractif dans l'absolu. J'en ai pris un autre. Alors celui-là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas joli, hein. Il est clean, il a un nom d'éditeur bien rassurant, John Anderson, enfin voilà. C'est une belle coquille dans laquelle il y a quand même un paquet de journaux, hein. Et bien en fait, quand on commence à regarder en détail, est-ce que le DOI préfixe dont ils font la publicité existe vraiment? Oui, il existe vraiment. Mais il n'est pas attribué à ce journal, il est attribué à l'éditeur au sens général et pas à ce journal en particulier. Est-ce que si je vais sur un des articles, je vais prendre le volume 2020 par exemple, est-ce que si je prends un des nombreux articles, ah bah non, il n'y en a que 2 en 2020, ça fait pas beaucoup. Ça commence à être un indice, je vais regarder 2019 quand même. Parce qu'une revue a priori qui publie 2 articles par an, c'est pas le truc le plus engageant du monde. Il y a un numéro d'ISSN, je vous avoue que je n'ai pas vérifié s'il était valide, mais par contre ce numéro-là, il est clairement valide. Donc ils ont bien acheté des DOI, ils distribuent bien les DOI aux articles qui sont chez eux. Si je clique sur le PDF, je peux peut-être me rendre compte est-ce que c'est sérieux ou pas. Bon, il y a des figures, etc. Ça fait 2 pages, très bien. Je suis pas capable, j'ai pas lu l'article, donc je suis pas capable a priori de savoir si c'est vraiment un journal prédateur, mais j'ai des indices qui font que, avec 2 publications par an, avec un DOI qui est pas complètement clair, avec un numéro ISSN que j'ai pas vérifié mais qui me paraît quand même un peu louche, et des auteurs qui sont toujours chinois, j'ai rien contre les Chinois, mais il se trouve que c'est toujours comme ça. C'est pas non plus l'endroit où j'ai rêvé pour poser votre prochain petit bijou d'article a priori. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que ce truc-là peut avoir pignon sur rue complètement.
Et ça peut être une revue qui se lance et qui marche pas, mais ça peut être simplement un journal prédateur qui va vous prendre 1 000 € pour aucune qualité de publication. Et là, c'est le dernier rempart, en gros. C'est votre propre responsabilité vis-à-vis des articles qui sont publiés dans le journal. Vous avez votre propre lecture en tant que scientifique de la qualité de la publication. Il va falloir aller jusque-là pour certains cas. J'ai parlé de plusieurs critères tout à l'heure, plusieurs listes de critères, ceux de la Bill List, ceux de Stop Predatory Journal et d'autres. Il y en a qui sont très bien, je ne sais pas si on a des gens du CIRAD ici, mais je les cite souvent. C'est ceux qui sont sur le site de l'IST du CIRAD. Il y a une jolie, vraie, belle page sur les éditeurs et les revues prédatrices. Et il se trouve que les indices d'alerte sur le comportement douteux sont quand même très bien rédigés. Bonjour Estelle. Donc les indices qui sont là sont très clairs, très bien rédigés, sont faciles à mettre en évidence. Et si vous devez en garder une, en gros, de liste, je vous recommande de garder celle-là, surtout qu'elle est tenue à jour par l'équipe de l'IST. Parce que c'est une guerre de temps réel avec les éditeurs prédateurs, c'est-à-dire qu'ils font évoluer leurs pratiques au fur et à mesure que les critères s'affinent. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du CIRAD, là encore je vous mettrai le lien dans la vidéo, bien entendu. Et bonjour à Olivier et Laurence. Donc vous allez me dire, maintenant je sais pourquoi c'est mal d'aller publier chez un éditeur prédateur ou d'être éditeur d'un éditeur prédateur, donc faites attention si vous recevez aussi, pareil, hein, on est souvent spammé par mail pour publier, mais on est aussi souvent spammé par mail pour être éditeur. Donc faites attention à cette pratique-là aussi. Ça peut être perçu plutôt de façon sympa par son ego, mais malheureusement, souvent, ça cache un éditeur prédateur. Donc méfiez-vous de ce truc-là. On a des critères pour identifier donc, ces journaux-là aussi. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner une liste de critères définitifs et de petits trucs pour trouver à coup sûr si un journal est prédateur ou pas. Mais on a vu un petit peu dans cette liste-là, en sortant PLOS ONE, que quand même, dans le panel de ce qui existe, il y en a beaucoup qui sont sur la forme du premier, là, qui était tout moche. Hein. Donc ceux-là, ils sont éliminés à peu près directement. Mais dans les jolis, il va falloir travailler un petit peu plus. Et un truc qui arrive souvent, c'est qu'ils n'ont pas de DOI valide. Donc ça, c'est quand même un argument qui marche assez régulièrement, je trouve. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur qu'est-ce que c'est qu'un journal douteux, un éditeur douteux, et comment est-ce qu'on peut essayer de les identifier, mais le caractère prédateur ou douteux ne se confine pas, si j'ose dire, qu'aux journaux. Il est aussi vrai dans d'autres domaines de la communication scientifique, entre autres les ouvrages. Alors là, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne ? Ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire qu'il existe des éditeurs d'ouvrages prédateurs qui sont prêts à publier à peu près n'importe quoi, sans validation, sans correction, sans révision, à partir du moment où l'auteur est prêt à payer. Et il y a plusieurs sites web qui font assez référence, y compris un site français qui est assez gênant dans ce domaine-là. Mais il y a des enquêtes en cours, donc je ne peux pas complètement en parler. C'est aussi vrai pour les conférences. Alors là, c'est plus inattendu peut-être pour notre public aujourd'hui, mais il y a des conférences prédatrices. Alors là, moi, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans le truc. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence prédatrice ? C'est exactement la même chose. C'est une conférence dans laquelle vous pouvez être à l'ordre du jour de la conférence. Donc, vous pouvez faire une présentation, à peu près quel que soit votre sujet, à peu près quel que soit votre contenu, sans validation par un comité scientifique, bien entendu. Et vous serez accepté à partir du moment où vous payez pour être à la conférence. Souvent, derrière ça, se cache de la rétrocommission avec les hôtels qui organisent ces conférences-là. Se cache, dans le pire des cas, il n'y aura pas de conférence. C'est-à-dire, vous arrivez, il n'y a rien. Vous êtes coincé pendant 4 ou 5 jours parce que vous êtes loin, vous avez pris des billets d'avion, hein, vous avez vos chambres d'hôtel. Tout le monde a gagné de l'argent sur le dos de INRAE. Espérons que vous êtes dans une ville sympa, parce que c'est ce qui va vous arriver, en gros. Ça peut aller jusque-là. Souvent, c'est juste des conférences de qualité médiocre. Donc là, pareil, il y a un site web qui s'appelle Think Check Attend, qui correspond un peu ou prou à Think Check Submit, qui vous permet de repérer avec un certain nombre de critères
qu'une invitation à une conférence est quand même très douteuse, et on en reçoit aussi tous les jours, des invitations à des conférences. Je crois que c'est même plus commun pour moi en tout cas que des invitations à soumettre dans des journaux. Invitation de conférence, on reçoit ça tous les jours. Alors le truc ultime que j'ai vu dans ce domaine-là, c'est quand même ce site web ici. Alors lui, c'est vraiment super, c'est la World Academy of Science, Engineering and Technology. Alors lui, c'est super simple, vous avez tout le panel des conférences qui sont produits par la World Academy, et en gros, c'est à peu près comme si vous faisiez votre destination de vacances. Admettons que je veux y aller à Singapour, et que quand même je vais faire une conf de biologie. Hop, voilà. J'ai une petite liste. Moi, j'aimerais y aller en novembre. Allez, novembre, qu'est-ce que j'ai ? Génétique et moléculaire biologie. Très bien, ça, en 2021. Parfait. Cette conf n'existe pas. Mais pas du tout. Hein. J'ai regardé. Alors, évidemment, c'est très malin parce que International Conference on Genetics and Molecular Biology, ça existe. Mais c'est en Floride, en 2021. C'est pas du tout à Singapour du 18-19 novembre. Donc, c'est quand même très bien fait. Parce que la plateforme par laquelle je suis arrivé, évidemment, vous vous doutez qu'il y a un problème, mais si vous arrivez par une autre page web, par des réseaux sociaux, par des choses comme ça, là, typiquement, c'est quand même relativement propre, on va dire. Donc ça, c'est quand même l'ultime site pour les conférences prédatrices, je trouve. Je trouve ça très bien pour choisir ses prochains lieux de vacances sur le dos d'INRAE. C'est parfait. Donc là aussi, ça commence à être connu, et dans les instituts, ils sont en train de monter des équipes pour valider les destinations de conférences au-delà du chercheur qui a pris la responsabilité de le faire lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire sur les journaux prédateurs et sur les éditeurs prédateurs, avec une extension sur les conférences. Et je vous propose qu'on passe aux questions.